Bonjour à tous et bienvenue à ce 12e épisode du podcast À la Coupe, saison 2 qui vous est présenté par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles pour votre bière hockey. Bien entendu, il ne faut pas oublier la bière La Montminou à la coupe. Pardonnez mon teint un peu blême puisque je porte un t-shirt blanc avec une lumière froide. C'est pas nécessairement mon avantage, moi qui n'ai pas bronzé pantoute. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de revêtir un chandail qui est Hockey for Everyone. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est présent sur TikTok, on est présent sur Twitter, on est présent sur Facebook, YouTube, Spotify. Également, je vous invite à écouter la Notif des sportifs à tous les mardis midi, animé par Loric Salvaille. Il va vous parler de l'actualité hockey avec ses collaborateurs et le coin des rumeurs également, qui vous tient à l'affût des différentes rumeurs de la LNH. Alors aujourd'hui, on va passer... je vous dirais qu'on ne va pas jouer nécessairement au magicien qui lit dans une boule de cristal. On va surtout passer en revue les trophées peut-être les plus populaires et à qui on les décernerait à la mi-saison. Avant toute chose, je vous présente notre collaborateur aujourd'hui qui va être présent avec nous, Sam. Sam, comment ça va? Salut, ça va? Oui, ça va très bien, mon cher. Hey! T-shirt de Vladi, est-ce que ça a un lien avec le fait que son frère a signé un contrat professionnel? Non. Ah, bon, OK. Pas tout. J'ai juste hâte que le baseball en commence. OK. C'est pour ça que je me remets dans le bain. Ah, d'accord. Alors, première des choses, écoute, c'est un sujet qui est un sujet un peu touché, là, mais on a vu passer ça, le défenseur des Flyers de Philadelphie. Alors, à l'origine, on ne savait pas trop pourquoi que Provorov n'était pas dans le warm-up. Éventuellement, on a appris par l'équipe qu'il avait refusé de porter le chandail de la fierté LGBTQ+, lors de la soirée de la fierté. Et là, ça l'a fait jaser sur les réseaux sociaux. Toi, ton premier feeling par rapport à ça ou ta première perspective, c'est quoi? Premier feeling, c'est inacceptable pour une organisation, je parle pour les Flyers, d'accepter ça, que le gars se présente pas, puis qu'il joue le match tout de suite après. Pour moi, c'est inacceptable. C'est pas un bon look pour la LNH aussi, qui se dit inclusive, qui se dit, tu sais, c'est pour ça qu'ils font des soirées comme ça. Puis là, tu as un joueur, moi, j'ai jamais vu ça là, dans tous le sport nord-américain. Là. Je parle nord-américain parce que en Europe, peut-être, même en Russie, je dirais, peut-être qu'il y a des affaires qui sont. Je pense pas que ça se fait, les soirées de même. Mais je trouve que ça ne donne pas un gros look parce que toutes les ligues en font. Puis j'avais jamais vu un joueur, même que souvent, même au soccer, je sais qu'il y a beaucoup des religions qui. Puis le monde le fait pareil. Mais j'avais jamais vu ça, puis je trouve que c'est pas un bon look pour les Flyers, pour Provorov non plus, pour son, je te dirais sa personne. Puis, mais surtout les Flyers et la Ligue nationale paraît vraiment mal, encore une fois, je dirais. Ouais, toi t'es pas nécessairement mal. Tu sais, c'est un sujet qui est touché, là, je trouve. J'ai la difficulté un peu à prendre position. La question que moi, je me suis posée toute la journée, c'est est-ce que le joueur représente ses intérêts personnels ou représente sa vision à lui ou il représente l'équipe? Puis là, j'ai essayé d'appliquer ça dans une situation qui serait différente. Puis là, je me dis, moi, mettons, en situation de travail, on m'impose de porter un badge qui serait pour la fierté. Tu sais, est-ce que je suspendrais un employé parce qu'il refuse de porter le badge ou est-ce que je le garderais ou pas? Puis, hey, écoute, j'ai de la misère à me positionner sur le sujet. Là, la projection que je te propose aurait été la suivante. On sort LGBTQ+, et on parle de la soirée qui est hommage aux anciens ou aux militaires. Imagine que tous les joueurs russes décident de ne pas participer au warm-up parce qu'ils ne veulent pas rendre hommage aux militaires américains en lien avec les positions avec l'Ukraine. On fait quoi, tu sais? Moi, j'ai le même discours. C'est inacceptable. Je trouve que c'est la même affaire. Mais il y a le point que tu amènes avec les militaires est très bon parce que son entraîneur, John Tortorella, pour lequel j'ai quand même de l'amour, mais lui, hier, je trouve aussi qu'il a échappé parce que lui, il avait déjà dit que s'il y avait un de ses joueurs qui s'assisait pendant l'hymne national, c'était dans le bout de Colin Kaepernick et l'affaire des genoux à terre et tout. Il avait dit si un de ses joueurs reste assis pendant l'hymne national, il ne joue pas de la game. Alors, pour lui, pas s'asseoir pendant l'hymne national, tu ne joues pas, mais pas vouloir supporter la communauté LGBTQ, tu joues. C'est comme un 2 poids, 2 mesures qui est apporté. Mais ton point est bon. Je pense que chaque personne a son opinion, puis c'est correct là-dessus. Là. Mais pour moi, je trouve qu'il aurait juste pu genre le mettre, dire, il est blessé au jour le jour,
tu joues pas. Lui, il aurait pu parler à ses boss puis dire, regarde, je suis pas à l'aise pour éviter un scandale. Dites que je suis blessé à soir. Il n'y a personne qui en aurait parlé. Puis il aurait rejoué la prochaine game et dit, je suis banged up. On s'entend que les joueurs sont tous blessés presque. Fait que ça se peut. Moi, je pense que ça aurait été la meilleure solution. Ils ont décidé de le faire jouer pareil. Puis je pense qu'on va en entendre parler un petit bout pareil. Ouais. Pour moi, là, c'est tout le temps l'idée que tu revêtes un chandail. Fait que, en tout cas, pour moi, tu représentes plus l'équipe que tu vas représenter. Mais je comprends, il y a quelqu'un qui m'a amené l'argument de Tim Thomas qui a refusé d'aller à la Maison-Blanche parce que c'était un démocrate qui était président. Mais c'est pas la même. Non, c'est pas la même affaire parce que ça, c'est de la politique. Ça n'a même pas rapport avec le hockey. C'est pas la première fois qu'un joueur se présente pas à la Maison-Blanche. Quand c'est Donald Trump, il y en a plein qui ne sont pas présentés parce que les autres étaient démocrates puis lui, c'était un républicain. C'est pas par tout ça, ça n'a même pas rapport avec le hockey. C'est de la politique. Mais pour ce qui est du support de la communauté, je pense que c'est important de le faire. Moi, je pense que c'est important de le faire, même si je sais que c'est des convictions religieuses, mais ça reste que ici, on n'est pas en Russie. C'est pas la religion russe qui. En tout cas, moi, je trouve que la Russie orthodoxe, là, mais en tout cas. Pour clore le tout, j'aimerais juste amener un petit point là, pour pas qu'il soit trop démonisé non plus. C'est que je sais qu'entre autres, dans l'islam, on perçoit comme l'homosexualité comme étant un péché. Puis ce qu'un gars m'a déjà expliqué, il dit en tant que tel, les gens peuvent ressentir ce qu'ils veulent, mais ils ne doivent pas en faire la promotion. Dans le cas de Provorov, je ne pense pas qu'il veut s'attaquer aux homosexuels, mais je pense plutôt qu'il ne veut pas faire la promotion de cette communauté-là. D'après, ça, c'est ma lecture. On s'entend, je ne connais pas le gars pantoute. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Il a dit, je respecte les choix des autres, mais mon choix à moi, c'est de ne pas mettre ça. Fait que, c'est un peu comme le vaccin, les pro-choix, on en a vu des affaires, parce qu'ici, on a surtout vu l'affaire de choix pour ça, là, dernièrement. Mais, lui, il voit ça de même. Mais, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise opinion, bonne opinion là-dessus. Chacun a la sienne. Et là, moi, en clôture, je vais dire, c'est que le problème, c'est que quand tu as une première fois, il y en a d'autres qui peuvent le faire. Oui, exact. S'il faut qu'à un moment donné, exemple, la soirée, on porte les chandails noirs pour le support à la communauté noire, qu'il y a genre un gars qui décide de ne pas rentrer, et ça risque de faire un méchant bardage. Je pense pas qu'il y a un gars qui est assez cave pour faire ça. J'espère. Avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années aux États-Unis, ça serait un suicide athlétique, je dirais. Le gars serait barré partout parce que c'est encore pire, selon moi, de faire ça que, avec la religion, là, je comprends qu'il y a des affaires d'homosexuels, mais être raciste, c'est religion. J'avoue que les homosexuels en Russie sont vraiment pas bien traités. Non, je sais, mais Provorov a été élevé comme ça, fait qu'il y a comme techniquement, il n'a pas choisi, lui, il a comme été élevé. C'est comme n'importe qui. Fait que je peux lui donner une petite chance, mais je trouve que c'est pas fort pareil. Puis je pense pas que la faute lui revient à 100% à lui. C'est l'organisation qui aurait dû. Puis même la Ligue nationale, mais je pense pas que l'Institut est au courant de ça. Là. Je pense qu'ils l'ont su en même temps que nous autres. D'après moi aussi, je pense pas. Je pense que ça leur est tombé dessus plus qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, on a fait le tour du sujet. Yes. On va y aller dans quelque chose de peut-être un peu plus joyeux, ou on verra si c'était joyeux ou non, parce qu'il y a un de nos membres qui était à la conférence de presse de Kent Hughes aujourd'hui. Et il va pouvoir nous faire comme un petit topo de ce qui s'est passé dans le cadre de cette conférence mi-saison. Loric Salvaille, comment ça va? Ah bien vous, messieurs! Ça va très bien. Comment ça s'est passé, la conférence? Écoute, ça s'est super bien passé. Première fois que j'ai assisté à une conférence de presse du Canadien. C'est tout le temps très stressant parce que tu peux pas mal faire. Tu sais, je m'occupais de la diffusion à BPM Sport pour l'émission de Georges. Tout est correct. Une fois que tous les tests sont faits, c'est bien correct. J'ai même enregistré la conférence de presse pour mon plaisir, pour vraiment entendre tous les topos en revenant dans la voiture. J'ai même fait un live à la coupe, c'est mon premier en plus. Comment ça s'est passé, ça, le live à la coupe? Ça s'est bien passé, Beaucoup d'hésitations, je cherchais mes mots, mais c'est normal. C'est mon premier live. Mais je tiens à préciser que j'écoute BPM Sport, puis je t'ai entendu une couple de fois lire les nouvelles, tu t'en sors très bien, chef. Merci beaucoup. Je suis d'accord.
Et je tiens à te dire que moi, je regarde le Rocket sur AHL TV, puis on vous entend pendant les pauses, les boys. Oh! Oh, j'espère que c'est pas trop niaisé. Ah, ça se peut, ouais, ça se peut. Des choses qui arrivent, ça. Parce qu'il n'y a pas les publicités de BPM sur AHL Non. TV. Puis comme moi, je l'écoute en français, j'écoute Anthony. Fait que, tu sais, ça donne ça. En tout cas, anyways, c'est pas le point. C'est pas le point. Conférence de presse aujourd'hui, Kent Hughes, qu'est-ce que tu as retenu de ça? Ben écoute, le mot aujourd'hui, c'était équilibre. Ce que Kent Hughes veut, c'est de l'équilibre, que ce soit en attaque, en défense, dans les gardiens de but. On veut de l'équilibre partout dans la formation, dans l'équipe aussi. Et ce qu'il faut retenir, j'ai trouvé ce commentaire-là vraiment intéressant, c'est que les victoires, c'est le fun jusqu'à un certain point. Les défaites, c'est plate jusqu'à un certain point. Ce qui veut dire par là, de ce que j'ai compris, c'est, vu qu'on est une équipe en reconstruction, c'est bien beau gagner, mais il ne faut pas trop le faire non plus. Et c'est bien beau perdre, mais il ne faut pas trop perdre non plus. C'est ça l'affaire. C'est l'équilibre. C'est ça, l'équilibre encore une fois. Mais ça démontre, vu qu'on est en équipe en reconstruction, oui, c'est le fun de gagner chez les Canadiens, mais on vise quand même Connor Bedard tranquillement. Donc, c'est bien. J'ai bien hâte de voir la date limite des transactions aussi, comment ça va se passer. Pour les fans de Samuel Montembeault, pas de panique. Samuel Montembeault est un intouchable dans la formation du Canadien. Kent Hughes en a fait part aujourd'hui à la conférence de presse. Je pense que c'était Jean-François Chaumont qui a posé la question, journaliste du Journal de Montréal. Et Kent Hughes a été clair, il dit si on reçoit un appel pour Montembeault, là je fais du paraphrase, hein, bien évidemment, je ne me souviens pas de tout par cœur, mais il dit si on reçoit un appel de Montembeault, on va l'écouter, mais on dira non. Montembeault est intouchable, il est notre gardien qui est le plus d'avenir, on peut dire. En parlant de gardien d'avenir, on a eu des questions sur Caden Primo, comme d'habitude, encore là. Pas sûr du gardien qu'on a. Il ne dit pas directement que c'est pas notre gardien d'avenir, mais il insinue pas que ça ne l'est pas. T'sais, il insinue pas que c'est pas notre gardien d'avenir aussi. Donc, encore là, Caden Primo, c'est assez mitigé. J'en ai parlé mardi. Moi, je trouve que le temps tourne chez Caden Primo. Là, ça commence à tourner rond. Là. Hey, Frédéric, si je peux me permettre un petit quelque chose, là, j'écoutais justement BPM Sport. Joël Bouchard, il était là aujourd'hui. Puis, tu sais, Joël Bouchard a eu Caden Primo. Là. Puis, ce qu'il disait, il dit en 4 ans, on dirait qu'il n'y a pas d'évolution. Exact. On dirait que le Caden Primo qu'on a là, ben, c'est lui qu'on va avoir pour le restant de sa carrière. C'est de la manière que je comprends, que je vois, du moins ça, j'ai cette impression-là. Sinon, une question de Martin McGuire que j'ai bien aimé, c'est tu as 4 jeunes défenseurs en bas de 22 ans qui jouent beaucoup de grosses minutes. Et il a demandé à Kent Hughes, est-ce que cette statistique-là peut te donner un plus grand lousse à la date limite des transactions? Kent Hughes n'a pas trop voulu s'avancer là-dessus, mais il a dit que c'est agréable de voir 4 jeunes prendre beaucoup de temps de minutes et quand même bien jouer. Là. Jordan Harris, Jack High, bon, Goulet quand il n'est pas blessé. Et mettons, si on compte Kovacevic, je mettrais Justin Barron. Là. Disons que c'est le fait qu'il se débrouille bien peut donner du lousse à la date limite à Kent Hughes. Est-ce qu'on parle d'un départ de David Savard ou de Joel Edmondson? Savoir, Kent Hughes a dit lui-même qu'il y a un surplus de défenseurs gauchers dans l'équipe. Est-ce que ça lance un message aux autres équipes? On ne sait pas. Et mais tu sais, David Savard, justement, il est droitier. Je comprends comme pas vraiment. Joel Edmondson, Mike Matheson, Herbert Jacky, de ce côté-là, ça commence à être rempli. Il dit c'est pour ça qu'il avait échangé Romanov, parce qu'il trouvait déjà que le côté gauche était assez rempli, même s'il l'aimait beaucoup. C'est des choses qui arrivent dans le monde du hockey. Dans le cas de Sean Monahan, on se souvient qu'après ses 5 premiers matchs dans l'uniforme du Canadien, tout le monde disait qu'on voulait l'échanger pour en profiter de sa valeur. Kent Hughes a dit qu'à ce moment-là, il a rencontré Sean Monahan et il a dit, bon, il y a plusieurs options. Il dit, mais moi, ce que je te dis, c'est que profite de ton temps ici. Il dit, oui, on peut te renouveler, oui, on peut t'échanger. Il dit, puis l'été, on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc, il a insinué un échange à date limite et peut-être un retour en été, comme Thomas Plekanec avait déjà fait d'ailleurs. Mais non, il y a eu beaucoup de belles informations. J'ai fait un gros sommaire. Et pour finir, il a parlé du bassin du prochain repêchage, le bassin des recrues. Il a dit, peu importe les espoirs juniors américains, européens, c'est tous des bons jeunes. Il dit ce qui compte pour nous,
c'est s'il est capable de transiger son jeu junior à celle-là de la Ligue nationale de hockey, s'il doit changer énormément de choses dans son jeu, s'il ne doit pas beaucoup en changer. Donc, c'était vraiment à voir. C'était vraiment le fun. Et du côté de Juraj Slafkovský, on parle d'un développement beaucoup à Montréal pour essayer, pour vraiment avoir la plus grosse compétition possible, mais on ne veut pas le brûler non plus. Donc, ça fait pas mal le tour. Mais le speech est un peu différent, hein, parce que l'année passée, on ne nous parlait pas de lequel qui a le moins de choses à changer, mais bien de celui qui va être le meilleur à 21 ans. Puis, exact. C'est pas ce que j'entends dans le discours. Là. Exact, mais tu sais, c'est pour dire que, mettons, si on le draft, c'était pas une question de drafter ou pas, si on doit changer beaucoup de choses ou pas. Ça fait partie des analyses qui vont faire des prochaines recrues qui vont faire l'arrivée dans l'organisation. C'était pas, je l'ai peut-être mal dit, là. Non, mais c'était pas dans le sens de, mettons, Léo Carlson, il y a trop de choses à changer comparé à Will Smith, donc on va pogner Will Smith. Ils vont pas mal y aller aussi au plus gros potentiel. Mais c'est le fun. Beaucoup de transparence, j'aime ça. Je sais qu'il a dit pour les négociations, il n'en parlera pas, mais il est quand même très ouvert. Oui, dans le cas de Cole Caulfield, c'est vrai, tu glisses le mot de négociation. Dans le cas de Cole Caulfield, pas beaucoup de parler. Par contre, il dit qu'il aimerait ça que Cole Caulfield reste à Montréal. Caulfield veut rester à Montréal. En termes de salaire, on n'a pas embarqué là-dessus. En termes d'années non plus. Donc, ça laisse un doute planer sur le contre-pont, ce qui m'étonnerait d'un autre côté. Selon moi, ça serait un contrat à long terme dans le cas de Cole Caulfield. Mais l'option contre-pont, il ne faut jamais l'oublier dans un certain sens. Donc, c'est à voir dans le côté de Cole Caulfield. Mais si ça prend du temps, ça ne veut pas dire que ça va mal. Il a rassuré tout le monde là-dessus. Bon, ben parfait, ça fait un beau petit résumé. Je vous lance une question à la volée comme ça avant qu'on change de sujet. Mais Joël Bouchard, sur les ondes de BPM, il mentionnait que très grosse valeur pour Joel Edmondson sur le marché. Lui, oui. C'est clair, il le transige. Mettons qu'on y va avec Sam. Est-ce que tu transiges Joel Edmondson? Et si oui, tu t'attends à quoi comme retour? Oui, je transige parce que je trouve que sa valeur baisse de match en match. Moi, je trouve qu'il ne joue pas du bon hockey présentement. Mais oui, je l'échange. J'ai jamais vraiment aimé Joel Edmondson. Fait que, je ne sais pas quelle valeur pourrait avoir, mais David Savard, quand Columbus l'a échangé, il y a eu un shot de première puis un shot de troisième. Fait que s'ils sont capables d'avoir un shot de première ronde pour Joel Edmondson, moi je le fais demain matin. Là. Mais ça dépend. Là. Mais moi je l'échangerais pareil. Tant que tu gardes un Savard ou Edmondson, tu en gardes un des deux pour au moins qu'il y ait un vétéran. Là. Mais moi je pense que David Savard et Edmondson, c'est le même genre de défenseur. Défensif, capable de mise en échec, bloc des shots, mais tu en as juste besoin d'un, selon moi, pour une équipe qui est en reconstruction. Fait que je changerais peut-être. Moi, je garderais Savard parce qu'il parle français. C'est tout le temps mieux de garder un gars qui parle français qu'un gars qui parle pas français. Puis le gars veut jouer à Montréal. Tandis que Edmondson, je ne dis pas qu'il veut pas jouer à Montréal, mais je trouve que ce serait lui que je changerais entre les deux. OK. Puis toi, de ton côté, Rick, est-ce que tu penses que c'est réalisable d'avoir un choix de première ronde pour un Joel Edmondson? C'est très réalisable. Elliot Freeman en avait déjà parlé. Plusieurs gros insiders de la Ligue nationale en ont parlé dans le cas de Joel Edmondson. Le prix est un choix de premier tour. Ben, en tout cas, sa valeur pour le moins. Parce que des défenseurs comme lui disponibles, c'est très rare. Et en plus, avec la surenchère, ben, ça va faire en sorte qu'un choix de premier tour est absolument facile à avoir dans son cas. Donc, et en plus, Sam parlait des vétérans. Il ne faut pas oublier que Mike Matheson en est un. Plusieurs personnes font cette erreur-là parce que vu qu'il est tout le temps blessé, tout le monde l'oublie. Mais Mike Matheson est un vétéran aussi qui peut aider les jeunes. Chris Wideman, bon, c'est pas mon préféré, mais Chris Wideman est un vétéran aussi. Si le Canadien peut se départir d'un des deux et mettre la main sur un shot de premier tour de cette année surtout, moi, je vois pas le problème. Là. Même moi, être une équipe, je ne paierais pas un shot de première ronde pour Joel Edmondson. L'équipe qui va faire ça, je vais dire, OK, non, ils sont fait fourrer, je dirais. Mais un choix de première ronde pour un défenseur qui est loin de jouer sa meilleure année, il faut que tu sois vraiment prêt et que tu penses que tu vas gagner à Coupe cette année. De l'autre côté, tu mets la main sur un défenseur qui l'a déjà gagné, qui sait comment faire pour la gagner. On ne sait jamais, des fois, c'est un changement d'air que tu as besoin ou c'est juste une mauvaise passe.
Ben, très honnêtement, moi, je vais arborer dans ton sens, Loïc, dans le sens où pour moi, Joel Edmondson, en ce moment, je joue vraiment pas dans des conditions qui sont pour lui les meilleures. Puis une équipe qui est désorganisée comme le Canadien, pour un gars qui a été habitué de jouer dans un style défensif, not the best. Mais je suis sûr qu'il peut rentrer dans une équipe et être solide. Ça, convaincu. Il y a eu toutes les blessures, il y a eu des problèmes d'aine, de dos, fait que ça ralentit. Puis il y a d'autres défenseurs, en tout cas. C'est un autre dossier, mais il y a d'autres défenseurs qui sont plus attrayants qu'Edmondson, selon moi, pour la date limite. Mais un choix de première ronde tardif, moi aussi, je pense que ce serait réalisable. Pas un choix de 20e rang et plus bas. Ouais. Peut-être. Ça a du sens dans ces coins-là. All right, les boys. Est-ce qu'on y va avec notre petite pratique? En fait, ce que je vous ai proposé comme jeu aujourd'hui, ce serait de donner des trophées précoces. L'idée, c'est pas je pense que ça va être lui qui va gagner, mais bien à cette date ici, la saison finit là. On le donne à qui? OK. Je vous ai donné, c'est quoi, c'est 5 ou 6 trophées, je pense? Je pense que c'est 6 si on compte la Coupe Stanley. 6. 7, non? 7. 7 en comptant la Coupe Stanley. Ouais, 7. OK. 7. Fait que là, j'avais dit à Sam, moi je vais y aller avec le plus plate, mais lui il dit que c'est pas le plus plate selon lui. Mais on va commencer pareil avec le coach Jack Adams. Si mettons on a à remettre le Jack Adams aujourd'hui, Sam, tu y vas avec qui? Ben, je ne verrais pas quelqu'un d'autre le gagner. Jim Montgomery, l'entraîneur des Bruins de Boston. Ben, meilleure équipe de la Ligue nationale et de loin. L'équipe la plus complète, l'équipe la plus régulière. Nouveau coach qui arrive. On a vu, c'est relativement la même équipe l'année passée, mais les résultats sont complètement différents. Jim Montgomery, moi, je pense que c'est easy, même. Easy même. Et là, lui, là, il aurait fallu qu'on se fasse un 5 minutes d'inconduite avec lui pour ce qui est du Jack Facile. Je vais à la guerre pour mon boy Jim. OK, c'est parfait. Toi, Loïc, as-tu un feeling aussi puissant que ça? Pas autant puissant que ça. Puis moi, je fais des petits nominés aussi pour essayer de me convaincre. Mais tu vois, moi, c'est pas Jim Montgomery qui fait partie de mes nominés, mais c'est pas lui. J'y vais avec... ça me fait mal de dire ça. Dave Axtell du côté du Kraken. Pourquoi? On part d'une des pires équipes de la Ligue à l'une des meilleures en ce moment même et top 10 dans la Ligue nationale avec quasiment le même effectif comme Jim Montgomery ou presque. Il y a eu quelques changements, mais pas tant que ça. Et du jour au lendemain, il réussit à amener cette équipe-là dans les tops de la Ligue. Selon moi, Dave Axtell, s'il ne gagne pas, il doit être considéré, mais pour moi, pour l'instant, du moins à la mi-saison, ça serait lui mon gagnant. Mais ça joue entre lui et Jim Montgomery, c'est évident. Ah ben, Colin Devin, parfait. Ben là, toi, je vais te donner un point. Par contre, je ne me souviens pas son nom. C'est un ancien dragon du Québec qui est en partie propriétaire du Kraken. Il a mentionné le fait Mitch Garber. Ça se... Ah oui, je pense que c'est Mitch Garber. Puis il a dit très clairement, il dit nos attentes n'étaient pas aussi élevées. Là. Cette année, ça dépasse nos attentes. Puis même leur équipe de Ligue américaine, ça a l'air qu'elle va très bien en ce moment. Oui, oui, elle va très bien. Et je peux dire, mon dernier nominé était Lindy Ruff aussi des Devils du New Jersey. Ah, eux autres, ils ont finalement inclus, ça, c'est un fait. Okay. Oui, mais mon gagnant reste Dave Axtell, même si c'est très mal. Selon moi, personne d'autre que lui pourrait avoir le Jack Adams cette année. Je vais parler ici de l'entraîneur des Jets de Winnipeg, Rickard Bowness. Pourquoi? Parce qu'il débarque dans une organisation qui est une organisation l'année passée qui a eu une saison catastrophique en dessous des attentes. Il arrive dans un nouveau vestiaire, lui, il décide qu'il arrache le C aux joueurs. Il dit « Mon corps de leadership n'est pas bon actuellement, alors je rebrasse tout ça. Je veux que le leadership vienne de l'ensemble de l'équipe. » Il y a eu les guts de mettre un gars comme Scheifele puis Wheeler sur une deuxième ligne pour mettre Dubois avec Connor. Puis aujourd'hui, Dubois connaît une saison exceptionnelle. Carl Connor, c'est un gars qui est exceptionnel. Point. Josh Morrissey connaît une saison exceptionnelle. Puis Connor Hellebuyck a une très, très bonne saison. Cette équipe-là, actuellement, qui fait les séries, qui a manqué les séries l'année passée, il a changé tout le corps de leadership. Pour moi, son travail est, selon moi, le seul qui peut gagner Jack Adams. Wow! Je pensais que c'était moi le seul outsider. J'ai pensé aussi à Rick Bowness, mais j'ai fait des recherches, puis les 3 premières semaines de la saison, il n'était même pas là. Il n'a même pas coaché son équipe parce qu'il avait eu la COVID et tout, puis l'équipe allait bien. Fait que je me suis dit, c'est plus une affaire d'équipe que de coach. Il a brassé la soupe à distance.
faisait des entraînements par Zoom. Mais il reste que, il a changé la dynamique dans un vestiaire qui, semble-t-il, avait des problèmes. Toi, Sam, tu avais entendu parler de Patrick Laney, mais il y avait Nate Schmidt aussi, là, que, semble-t-il, il y avait de la difficulté à rentrer dans le corps de l'équipe. Mais là, il fallait qu'il change quelque chose dans ce vestiaire-là. Il l'a fait, puis ça demande quand même du courage de descendre deux gars comme Blake Waiter, puis... voyons, Shifley, pour mettre du bois, puis Kyle Connor. Ben, Kyle Connor, c'est un peu par défaut qui est sa première ligne, il est juste trop bon, mais de finalement faire monter du bois. Puis Josh Morrissey, qui est un joueur que j'adore, donc là, on s'en va vers un autre trophée, là, mais bon. On va y aller avec le Calder cette fois-ci. Le Rick, je vais te donner la première parole. Calder, si tu as le donné aujourd'hui, c'est qui? Matthew Beniers. Selon moi, il n'y a pas d'autre choix. Selon moi, c'est le seul choix possible, Matthew Beniers. Son plus proche opposant dans la course au Calder, je crois qu'il y a 10 points de retard sur Matthew Beniers. Il a explosé. Pour moi, c'est mon gagnant. Et faites-vous-en pas, c'est mon dernier que je donnais au Kraken. C'est pas grave. Ils ont une bonne saison épatante, c'est normal. De ton côté, Sam, là, Calder, tu y vas pour qui? Matthew Beniers. Mais je pense que c'est quand même facile pour l'instant. Sauf que son premier poursuivant n'a pas 10 points de retard. Son deuxième poursuivant, selon moi, c'est Logan Thompson, le gardien de but des Golden Knights de Vegas, qui est une recrue. Oui, un peu plus vieux, mais un gardien, c'est normal, ça n'arrive pas à 18-19 ans. Mais le gars était dans une université canadienne. Il n'a même pas été repêché, je pense. Le gars arrive de nulle part, puis il goal solide, le gars, pour une recrue en plus. Fait que je pense que lui, il va être nominé, c'est sûr. Mais Matthew Beniers, l'année passée, on l'avait vu dans ses 9 matchs qu'il avait joué avec les Kraken en fin de. On savait qu'il allait être bon. Puis il y a une des raisons pourquoi le Kraken est quand même assez solide. Mais ouais. Matthew Beniers, mais si quelqu'un dit Logan Thompson, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché non plus. C'est une bonne pensée. C'est une belle présentation que tu as faite aussi. Je ne savais pas qu'il avait joué dans les universités canadiennes. C'est assez... ça m'a surpris. Mais, à fond, ce gars-là, il avait presque mis une croix sur le hockey, je pense, là, quand tu t'en vas dans une université canadienne. Puis il y avait un recruteur qui l'a vu quelque part. Puis il a joué pour Team Canada l'année passée. Au championnat senior. Là. Mais le gars, il est quand même assez jeune. Puis tout le monde voyait Robin Lehner et Marc-André Fleury. Puis là, finalement, lui arrive. Puis il fait la job. Fait que bravo, Logan. Quand tu dis championnat senior, est-ce que tu dis la Coupe Spangler ou vraiment c'est le championnat du monde au mois de mai, là, que les gars, des fois, arrivent après une ronde de série. Puis tout. Oui, ok, ceux-là. Ouais, c'est lui le gardien l'année passée du Canada. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ce petit tournoi-là un peu. Ça fait vraiment une belle histoire à raconter, ceci dit. Tu vois, je la connaissais pas. Moi, je l'ai vu l'année passée un peu dans la Ligue américaine, il était bon. Mais je ne m'attendais pas à ce que ses standards soient les mêmes dans la LNH. Puis ça m'a vraiment surpris au niveau de l'adaptation. Ouais, effectivement. Au niveau du Calder, ben là, Matthew Beniers, mais en tout cas, je veux dire, le gars, il se définit comme étant centre numéro 1 de l'organisation. Puis comme il a dit Sam l'année passée, il a été excellent, Matthew Beniers. Le court laps de temps qu'il a joué, il a été très bon. Et il répète ses performances-là cette année. C'est un gars qui produit. J'ai comme pas grand-chose de plus à dire. Je pense qu'on est tous les trois d'accord sur le sujet. Oui. Bon, là, on va y aller avec, c'est sûr, on a de GOAT en ce moment, Alex Ovechkin, qui court pour un record au niveau des buts, mais il reste que la saison va quand même couronner un Maurice Richard. Sam, c'est qui tu vois comme étant le Maurice Richard de cette année? Ben là, moi, c'est sûr que moi, j'ai fait mes trophées pour la mi-saison, oui, mais aussi pour lui qui va le gagner à la fin de l'année. Le Maurice Richard, tu n'as pas le choix parce que c'est une stat absolue, tu sais. Fait que, faut que ça soit ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai mis David Pastrnak. Parce que Ovechkin est un peu en bas. Puis, tu sais, oui, il y a McDavid, mais tu sais, McDavid, il fait souvent plus de passes. Fait que Pastrnak, je serais content qu'il gagne. Puis, il est en feu présentement. Puis, une des raisons pourquoi les Browns sont aussi dominants que ça, c'est David Pastrnak. Fait que, moi, je trouve que c'est un joueur sous-estimé, même si le monde sait qu'il est bon, mais on n'en parle pas souvent, David Pastrnak. Fait que David Pastrnak pour le Maurice Richard, j'aimerais beaucoup ça et j'y crois. C'est drôle, moi, Pastrnak, je le vois dans les plus grands francs-tireurs de la Ligue. Tu sais, je le vois pas. Oui, mais je veux dire, personne, tu sais, tout le monde parle d'Ovechkin, parle de tous les gars qui scorent des buts, mais il me semble, moi, j'entends pas le nom de David Pastrnak beaucoup pour le nombre de points qu'il fait puis ce qu'il fait sur une glace. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. OK. Toi, comme Kyle Connor, un peu, je trouve. Ouais, underrated comme Kyle Connor, je l'ai mis un peu dans le même bateau, ces deux-là.
Voilà. OK. Kyle Connor, c'est peut-être aussi pour l'équipe qui joue, pour nous, c'est un peu plus difficile, mais Pasternak, je trouve ça un peu bizarre parce que le gars, il joue quand même dans une des plus gros marchés de la Ligue. Là. Effectivement. De ton côté, toi, Loric, on y va avec qui pour ce qui est du Maurice Richard? On y va avec Evgeny Dadon. Non, c'est vrai. On y va avec. Il y en a scoré 2 hier. Il en a scoré 2. C'est lui. Non, ouais. Sans blague, je vais moi aussi avec David Pasternak. Ça m'a tout dit. Joueur, un franc-tireur ultra précis dans la Ligue nationale de hockey. Extrêmement underrated, selon moi. On n'en parle pas beaucoup, Sam l'a dit aussi. Et quelle saison il connaît. Il est à quoi? 3 petits buts de Connor McDavid, si je me souviens bien. Selon moi, il va le rattraper, il va le dépasser. Donc, le Maurice Richard s'en va du côté de Boston. C'est quand même assez ironique comme nom de trophée, il s'en va à Boston. Hey, quand le Canadien a gagné le Clarence Campbell, moi, j'étais aux anges. Est-ce que vous faites la référence à l'émeute ou... Oui. J'étais aux anges de dire que le Canadien a touché à son trophée, c'était parfait. Enfin bref. Niveau du Maurice Richard, je vais être plate. Moi aussi, je vais avec Pasternak. Tout simplement parce que Pasternak, il était fâché un peu de l'attitude des Bruins de Boston par rapport à différents dossiers qui avaient été traités par le passé. On décide de se faire plaisir. On ramène David Krejci dans l'équipe. Krejci va très bien. Le gars, il est heureux, il est aux anges. Puis l'équipe connaît une saison exceptionnelle. Il n'y a aucune raison de ralentir. Maintenant, à savoir, c'est sûr que Connor McDavid est toujours une bête, mais je crois que Pasternak, avec Brad Marchand, très solide, puis on joue pour Patrice. C'est une équipe tellement belle, les Bruins de Boston, même si je suis fan du Canadien, là, mais c'est quand même une très belle équipe, les Bruins. Je vais avec Pasternak aussi pour le Maurice Richard. Mais je suis un peu déçu de voir qu'on n'a pas parlé du tout de Connor McDavid. C'est un joueur exceptionnel quand même. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard, OK. Là, on va y aller avec un trophée que... il ne se basera pas sur des statistiques absolues. On va quand même faire la mi-saison. Moi, je vous avoue que j'ai été un peu influencé de la saison passée, mais je vous lance pareil l'appel. Le Vizina, Loric, toi, tu le donnes à qui, là, mi-saison? Ben écoute, je suis énormément fier aux statistiques là-dessus parce que le Vizina, c'est notamment les buts alloués par match et le taux d'efficacité qui rentre en compte. Et ça va à Linus Ullmark du côté des Bruins de Boston. 936 de pourcentage d'efficacité. Seul gardien que sa moyenne est en bas de 2 durant la saison. C'est des statistiques énormes. C'est une des raisons pourquoi les Bruins sont les premiers de la Ligue et de loin d'ailleurs. Donc, pour moi, il y a un autre trophée qui s'en va à Boston cette année et c'est le Vizina pour Linus Ullmark. Après le Maurice Richard, on a le Vizina. Ouais, c'est ça. Ça fait mal que ça s'en va à Boston, ça, là. À date, je suis 2 équipes pour 4 trophées. Fait que... All right. Toi, de ton côté, Sam, le Vizina, tu le files pour qui? J'ai pensé à Linus Ullmark, mais j'ai beaucoup de misère à donner un trophée Vizina à un gardien qui goal presque à la moitié des matchs. Fait que j'y vais avec Jake Hottinger des Stars de Dallas, qui selon moi est un... S'il ne gagne pas cette année, il va le gagner plus tard, là, mais depuis l'année passée, lui a volé les Flames en série, a failli battre les Flames à lui seul. C'est ça comme ça, là, mais presque. Mais cette année, il y a une saison incroyable. Je regarde beaucoup de matchs des Stars, je trouve que c'est une belle petite équipe, puis le gars sauve son équipe match après match. Il me fait penser à Carey Price un peu. Peut-être pas dans le même moule, là, mais je trouve que c'est lui. Les Stars Dallas, ça part avec lui. Puis je suis vraiment impressionné, fait que c'est mon choix. Un jeune gardien en plus que tout le monde l'avait oublié parce que ça a pris du temps un peu qu'il se développe, mais là, il est là, puis il est là longtemps. C'était mon deuxième choix en plus. J'ai hésité longtemps. Moi, je vais être honnête avec vous. Linus Ullmark, je ne l'ai pas considéré un peu comme Sam parce que il suffit qu'il y ait une mauvaise séquence. C'est Jeremy Swayman qui va prendre son poste. Puis, à Boston, c'est une logique de tandem. Et Jake Hottinger, ce qu'il a fait en série l'année passée, était magistral. Puis il continue cette année. Pour moi, c'est aussi mon choix du Vizina. Et je suis convaincu qu'il va continuer. Le gars, il a un talent exceptionnel. Puis comme a dit Sam, moi, c'est son calme. Il est tellement calme. Il est dans sa game. Je trouve ça admirable. Il est gros aussi. Il est gros bonhomme. Puis agile. Mais Ullmark, c'est plate, mais il y a des chiffres incroyables. Mais le gars, s'il jouait plus, peut-être qu'il y aurait des moins bons chiffres. Tandis que quand tu joues beaucoup, tu as plus de chances de te faire marquer plus de buts. Fait que je trouve que c'est un peu plus impressionnant, mais le choix est bon. Oui. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que cette année, Jeremy Swayman n'a pas gaulé beaucoup. Il a été blessé un peu, mais ça reste que Ullmark, si tu regardes avec Hottinger, il me semble qu'ils ont une bonne différence de match. Il me semble que c'est une dizaine de matchs. 10 matchs apparaît. Là. Je vous sens ça.
Jeremy Swayman a joué 17 matchs du côté des Bruins de Boston. On va aller voir du côté de Linus Ullmark. Ullmark en a joué 28. Et Jake Oettinger, je vous sors ça immédiatement sur HockeyDB. Jake Oettinger en a joué 33. On n'est pas loin quand même. On n'est pas loin. On n'est Ça pas va loin. finir avec plus que 10 matchs d'écart à la fin. Fait que, Ben, c'est ça. Il suffit qu'il y ait une bonne séquence de Jeremy Swayman. Puis les Bruins vont continuer avec lui. Fait moi, je vais arborer pas mal dans le même sens que toi aussi. Ensuite de ça, on va y aller avec un trophée que moi j'aime beaucoup parce que la position de défenseur est une position que j'adore. Et c'est le trophée Norris remis au meilleur défenseur mi-saison. On a commencé avec qui le dernier trophée? Je ne me rappelle plus. Lorick. Avec Lorick. Donc Sam Norris, tu le donnes à qui? Beaucoup de choix cette année, puis c'est pas les joueurs qu'on voit qui sont souvent là. Tu sais, on pense au Edmund, on pense au UC. Mais pour moi, on va dire, comme je l'ai dit tantôt, je ne vois pas personne d'autre remporter ce trophée-là par lui. Cette année, c'est le retour du grand EK65, Erik Karlsson, qui on pensait tout qu'il était fini, puis ce gars-là joue du hockey incroyable. Oui, pour une équipe qui est moyenne, mais c'est le Erik Karlsson. On dirait que c'est le gars des Sénateurs. Il joue le même genre. Ça prenait juste un Brent Burns qui s'en aide, puis que c'est lui qui dit c'est moi le boss site. Fait qu'il roule le power play des Sharks à lui seul. Pas lui seul, mais presque. Sérieusement, il joue comme. Je sais pas ce qui s'est passé, là, mais Erik Karlsson est mon choix. Mais je veux donner un petit tape dans le dos à Josh Morrissey. Parce que lui a jamais été comme Erik Karlsson, puis là, cette année, il a step up, puis ça me fait un peu de peine. Il l'aurait mérité, mais je trouve qu'Erik Karlsson aussi, c'est une belle histoire, fait que je vais avec Erik Karlsson. Il n'y a personne d'autre qu'Erik Karlsson. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Lorick? Amplement. C'est mon choix aussi. Moi, quand j'évalue un trophée Norris, je me dis oui, les points rentrent en compte, mais aussi le différentiel peut changer la donne dans mon vote à moi. Et Erik Karlsson, il est seulement à -6 avec, je pense, la 5e pire équipe de la Ligue. Ouais, dans une équipe très poche. Oui, c'est ça, dans une équipe assez moyenne. Donc, pour moi, quand j'ai eu ces deux statistiques-là, soit 58 points et une fiche de -6 seulement, je me suis dit que c'était le mariage entre Norris et Erik Karlsson cette année pour les trophées. Sans mariage. Ouais, hein? C'était une belle formulation. On était invités à ce mariage-là? Je pense que oui. Ça dépend de la coupe. À la coupe a une entrée privilégiée pour la remise des trophées. Écoutez, les boys, moi, je vais dire non pas que c'est une seule et unique personne, mais je pense honnêtement que Josh Morrissey est un gars qui est amplement à considérer. C'est la raison pour laquelle moi, je vais y aller avec lui. Même si j'aime bien Erik Karlsson, écoute, Josh Morrissey, c'est un défenseur qui est intelligent. Puis ça, c'est quelque chose que Erik Karlsson, pour moi, n'a pas. C'est dans son jeu défensif, l'intelligence de Josh Morrissey. Puis très honnêtement, Josh Morrissey, ça fait des années que je le suis. Puis il y a eu des hauts et des bas, mais c'est un gars qui a survécu aux Jets à plusieurs reprises. C'est un gars qu'on entend très peu parler. Pour moi, c'est le temps. It's your time to shine. Puis lui, il va faire les playoffs. Puis lui, j'imagine en tout cas qu'ils vont faire les playoffs. Il va faire les playoffs, puis il va pouvoir se prouver encore plus. C'était mon choix. Je suis d'accord. C'est pas un mauvais choix, Josh Morrissey, amplement d'accord avec Mais toi. je pense qu'il y a une dizaine de points de différence, je ne sais pas erreur, parce que lui, il a 49 points. Puis, 49 et 58 dans le cas d'Erik Karlsson. C'est quand même une grosse différence. Là. Oui. Là, on y va avec un trophée que je trouve difficile parce qu'il y a tellement de joueurs qui ont des impacts sur leur organisation. Il y a plein de noms qui me sont venus en tête, puis là, je ne savais pas vers où aller. Je parle du trophée Hart. Le trophée Hart qui est remis au joueur most valuable, donc le joueur, disons, le plus utile à son équipe. Y en a-t-il un qui veut se lancer en premier? Je peux y aller. Vas-y, mon cher. Il porte le numéro 97 à Edmonton. Je parle de Connor McDavid. Ce gars-là, oui, il ne traîne pas les Oilers sur son dos. Il y a quand même Leon Draisaitl, mais ça paraît pareil quand il n'est pas là sur la glace pour les Oilers. Il a une magie, ses mains, son patin est incroyable. Pour moi, c'est un des joueurs les plus valuables à son équipe. Cette année, selon moi, c'est lui qui gagne. En plus, il pourrait se blesser pour le restant de la saison et il aurait 1 point par match pareil. C'est énorme, sa production. Donc, selon moi, c'est Connor McDavid. Mais il peut y avoir d'autres choix. Je suis amplement d'accord avec ça. Ça, c'est le choix un peu par défaut, je dirais, par le trophée Hart.
Ouais, ben tu te bases sur les statistiques, mais il reste que c'est un Aussi. excellent choix parce que le gars, c'est une puissance offensive. Sam, tu remets ton trophée Hart à qui? Connor McDavid aussi. C'est vrai que ce trophée-là, ça peut être touché. Il y a plein de monde qui ont des bons points. Mais moi, quand je prends le trophée du MVP, peu importe le sport, je me dis, j'enlève le joueur de cette équipe-là, ce joueur-là, puis je me dis, est-ce qu'ils sont aussi bons? Puis t'enlèves McDavid des Oilers, puis il n'y a rien qui se passe là. Oui, Draisaitl, il va se passer de quoi un peu, mais ils sont pas aussi bons. Fait que Connor McDavid fait la différence. Fait que c'est pour ça que je l'ai dans le trophée Hart. Mais il y a d'autres choix aussi. Mais c'est sûr que c'est le choix facile, Connor McDavid, mais ça reste que. Je pense qu'il mérite son trophée. Oui. Écoute, il est à considérer, ça c'est sûr. Oui, exact. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Là. Puis, en tout cas, moi j'ai pris peut-être une approche un peu différente de la vôtre. Puis je vous ai fait un petit topo tantôt sur David Pastrnak. Je vais revenir avec lui. J'ai hésité parce que Connor McDavid est un excellent choix. Patrice Bergeron a fait preuve de tellement de leadership cette année. Il a soutenu le corps de son équipe. J'adore ce gars-là. Mais Pastrnak a réussi à maintenir la puissance offensive des Bruins de Boston. Et ça, même si Marchand n'a pas manqué le bout qui était censé, mais il a manqué quand même un certain laps de temps. Et ce gars-là, il flotte là, sur la patinoire en ce moment. Il connaît une saison exceptionnelle. S'il gagne le Maurice Richard, ce qu'on a déjà entendu ici, eh bien, je pense que c'est un gars qui peut être considéré comme étant pour le trophée Hart parce que, d'après moi, il est en très, très, très grande partie et non en totalité responsable des succès des Bruins en ce moment. Bon, ouais, j'y ai pensé aussi. J'ai pensé à Pastrnak. Sauf que quand j'ai fait mon chose que je me dis, j'enlève Pastrnak des Bruins, oui, ils vont être moins bons, mais ils vont être solides pareil parce que tu as des McAvoy, des Marchands, des Bergeron, des Taylor Hall même, qui est quand même une bonne saison. Tandis que je trouve que le concept d'équipe des Oilers, c'est pas mal plus 2 joueurs. Puis c'est pas mal ça. Tu sais, oui, il y a Evander Kane, mais Evander Kane n'a pas joué depuis un bout. Fait que c'est ça. Moi, j'irais mais j'ai pensé à Pastrnak. Puis selon moi, un joueur qui est à surveiller dans cette course-là, si on se fie vraiment à s'il est dans l'équipe est moins bonne, ben c'est Erik Karlsson, encore une fois. Là, selon moi, cette année, il peut être dans les nominés pour le trophée. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui serait possible, une équipe qui a une saison difficile? Impossible. Okay. Ça serait impossible parce selon moi, non. Il n'a pas de succès. Mais individuellement, il le mériterait amplement. Là. Sans lui, les Sharks, selon moi, sont probablement bons derniers dans la ligue. Là. À égalité avec Chicago, là, environ. Là. Si les Sharks gagnent, la plupart du temps, c'est à cause de lui. Probablement, sauf que j'ai vraiment beaucoup de misère à donner un MVP à un joueur, à une équipe qui n'est pas en série. C'est ça la Je trouve que ça se... Parce que, tu sais, oui, l'équipe, mais je veux dire, si l'équipe ne gagne pas, je veux dire, le gars, oui, a une bonne saison. En tout cas, j'ai bien de la misère avec ça. Non, mais ça, je te rejoins pareil, là, mais j'ai dit peut-être un petit nom à surveiller pour le fun. Là. Ça serait le nom. Ouais, c'est sûr. Je suis d'accord là-dessus. Moi aussi, honnêtement, je vais être d'accord avec toi parce que je pense qu'effectivement, du côté des Sharks, c'est vraiment pas glorieux en ce moment. Puis d'avoir un gars qui connaît une saison exceptionnelle comme c'est son cas à lui en ce moment, c'est quelque chose de très particulier. Et là, on arrive au dernier final trophée, qui est le trophée le plus lourd de toute la gang. J'entends bien entendu la fameuse Coupe Stanley. Là, on va y aller encore là avec une projection. On n'a pas trop le choix. Là. Qui va remporter la Coupe Stanley? Mettons qu'on commence avec Sam. Moi, je La finale. C'est qui la finale? Oh, si vous voulez, j'ai même une statistique pour la finale de la Coupe Stanley que j'ai recueillie tantôt. Ça peut vous aider. J'ai fait une statistique depuis le cap salarial, donc depuis 2005-2006, depuis 17 ans, seulement 2 fois l'équipe numéro 1 de la Ligue a remporté la Coupe et 12 fois une équipe championne était en dehors du top 3 du classement général et 8 fois une équipe qui l'a gagné était en dehors du top 5. Donc, je sais pas si. Je suis pas bien parti, moi, là. Hein? Je suis pas bien parti, moi, là. Non, c'est ça. Je sais pas si là, je viens de complètement mettre vos choix en doute. Mais ça se peut qu'on ait des surprises en Ligue nationale cette année. Et si on se fie aux chiffres, faut pas se fier au numéro 1 pour la gagner. Mais on sait jamais. Là, tu me surprends, Yves, là, parce que là, tu avais dit champion. Je n'avais pas gardé l'Ouest parce que je pense que ça va être dans l'Est. Oh, je t'en OK, ben c'est pas grave. Au pire, on va y aller juste avec ton champion de la Coupe Stanley, c'est qui? Ben là, vu que tu me demandes la finale, j'ai un long shot pour l'Ouest. Je dirais les Kings de Los Angeles. Oh, j'aime. Si
Jonathan Quick, parce qu'il fait Copley, il joue vraiment bien, mais je pense pas qu'il peut mener une équipe en série. Mais Jonathan Quick, il l'a déjà fait. Il va être reposé parce qu'il n'a pas gaulé beaucoup. Avec l'équipe que les Kings ont, j'aimerais ça voir ça, les Kings en finale. Mais les gagnants de la Coupe Stanley, vous l'aurez lu, vous l'aurez entendu ici, c'est les Hurricanes de la Caroline. Et c'est l'équipe que j'avais au début de l'année. J'avais dit que c'est les Hurricanes qui gagnent la Coupe Stanley. J'ai mis de l'argent dessus, preuve à l'appui. Alors, c'est fait. Les Hurricanes vont gagner la Coupe. Je vois pas personne d'autre. Encore? Je vois pas personne d'autre. Personne d'autre. C'est eux autres. Ben, quand je dis personne d'autre, c'est je veux dire, ils sont tellement bons partout qu'il n'y a aucune faiblesse presque dans cette équipe-là. Puis ils viennent de la retrouver, je sais pas si vous connaissez Max Pacioretty, je sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, bon, il est bien bon pour scorer des buts, puis il en scorerait déjà beaucoup, mais en tout cas. Alors qu'il est pas pire. Monsieur, il achète des glaces. All right, Loric, ta finale, c'est qui? Oh, ma finale, j'irais du côté de l'Est avec les Hurricanes, moi aussi. Du côté... Ouais, puis Sam, on s'est texté. Et voilà. Pour ça, et voilà. Mais... du côté de l'Ouest, j'irais avec... je trouve compliqué. Du côté de l'Ouest, ça peut aller n'importe où. Ouais, c'est ça. J'irais avec l'Étoile de Dallas, moi. J'irais avec l'Étoile de Dallas en finale. Eux autres, je pense que ce serait leur deuxième finale en 3 ans, si je ne me trompe pas. 3-4 ans pour les Stars de Dallas. 2020, en 3 ans. En 3 ans. Ce serait leur deuxième finale, selon moi. Ils ont l'équipe pour se rendre là, quand même bien équilibrée, mais les Hurricanes, c'est la perfection en attaque, en défense et dans les buts. S'il y a une autre équipe que les Hurricanes qui soulèvent la Coupe Stanley, je serais surpris. Pas autant que si Toronto dépasse le premier tour, mais je serais surpris. Mais je serais surpris si c'était une autre équipe que les Hurricanes qui soulèvent la coupe. Maintenant. OK, ben Toronto, c'est un hot shot là, que tu me fais là. Écoute, j'y vais avec les Hurricanes, moi aussi, fait que c'est plate de même. Là, on va finir ça là. Les Hurricanes ont la Coupe Stanley pour moi aussi. Je pense que c'est une équipe qui est bien coachée, c'est une équipe qui est complète, c'est une équipe qui a tellement un potentiel offensif fort, qui joue bien défensivement. Je vois pas tant leur faiblesse, mis à part si les gardiens se blessent. Mais sinon, je vois pas vraiment de faiblesse dans cette équipe-là. Pour moi, les Hurricanes remportent, mais mon challenger dans l'Ouest ne sera pas le même que le vôtre. J'y vais avec le Wild du Minnesota. Pourquoi? C'est une équipe qui joue à un système de jeu qui est un système de jeu complet, qui est dynamique, et c'est une équipe qui est capable d'endormir son adversaire. Je pense qu'un gars comme, exemple, Kaprizov va être capable de fournir offensivement, peu importe que le jeu soit resserré ou non, et l'ambiance et le vent du Nord va tout ramasser dans l'Ouest. Voilà! Oh, j'aime ça. J'aime. Mais ça va être dur. Ouais, ça va être dur du côté du Minnesota. Mais j'aime rien de facile. Non, mais les Kings aussi, je trouve ça audacieux, fait que j'aime bien l'idée aussi. Ouais, c'est ça. All right, les boys, est-ce qu'on est prêts pour aller faire un petit tour du côté de la rive sud de Montréal? On s'en va se ramasser une dose patate. La dose à patate! Oh Seigneur, patate! Oui, la dose à patate! La dose à patate, c'est moi ça! What's up? Hey! Hier soir, j'écoutais la game canadien-Winnipeg. Oui. J'écoutais la game canadien-Winnipeg, puis j'ai réalisé que quand j'écoute le Canadien, je ne l'écoute pas vraiment. J'écoute juste la première ligne. Quand c'est Caulfield et Suzuki qui embarquent sur la glace. Après ça, disons que je me désintéresse. Oh, t'as manqué de quoi, toi, hier? Oui, ben c'est comme ça. Puis là, après ça, je me suis rendu compte que pendant la game de hockey, je sors mon téléphone puis je me mets à swiper sur TikTok. Fait que là, je me suis dit, coudonc, maintenant, depuis que j'ai TikTok dans ma vie, je suis capable de faire 2 choses dans ma vie en même temps. C'est-à-dire écouter le hockey et regarder mon cellulaire. Avant, c'était impossible. Wow! Avant, c'était complètement impossible. Écoutez, ça a changé ma vie. Parce que, mettons, comme hier, mané la game, bon, je m'ennuyais un peu. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder mes vidéos préférées, c'est-à-dire le chien pas de tronc. C'est-à-dire que ce chien se retrouve à avoir, tu le regardes du devant, il y a 2 pattes, une tête de chien, pas de corps, pas de tronc, et tout de suite, tu tombes sur son postérieur avec 2 pattes et une queue. Il n'y a pas de tronc. Fait que là,
OK. Là, oui, c'est ça. Fait que là, je me mets à regarder. Wow, la game d'hockey est super bonne. Whoop, un peu désannuyant. Wow, le chien pas de tronc, super le fun. Tu vois, je faisais deux choses en même temps. C'est incroyable comment ça a changé ma vie. Comme par le fait même, lorsque je passe la balayeuse. Avant, quand je passais la balayeuse, j'étais concentré, je passais la balayeuse. Maintenant, je fais le même boulot, mais en écoutant TikTok et un TikTok live. Je me mets à regarder un TikTok live, je passe la balayeuse et c'est passionnant. Il y a 8 personnes qui se parlent en même temps. Et 8 personnes se crient des insultes. Et il y en a un des 8 qui dit à l'autre qu'il est pédophile. Mais tu peux pas savoir lequel parce que les 8 se crient en même temps. Fait que toi, tu décides c'est lequel des 8. Ah, Seigneur. Alors là, quel plaisir. Hey, ça va l'eau sur TikTok, hein? Et pour continuer, lorsque ma femme me parle, une merveilleuse conversation en soirée avec ma femme, de mon coin de l'œil, qu'est-ce que je suis capable de faire maintenant? 2 choses en même temps. Regarder sur TikTok aussi. Et lorsque ma femme me parle, je regarde du coin de l'œil un homme sur le top d'une montagne, il fait à peu près moins 30. L'homme est musclé, il est baraqué comme un rhinocéros. Et il me fait un pâté chinois, mesdames et messieurs, comme je n'ai jamais vu un pâté chinois succulent comme ça. C'est de la psychologie, là, ce que c'est. C'est incroyable! Et voilà. Ça rend les conversations avec ma femme passionnantes. On peut parler d'homme en torse sur une montagne. Alors, pour revenir à la partie d'hockey d'hier que j'ai vu Canadien Winnipeg, n'est-ce pas merveilleux? Lorsque je me suis aperçu que beaucoup de gens maintenant abordaient le chandail rouge du Canadien. Oh, wow! Quel plaisir! Mais à un moment donné, je me suis rendu compte en regardant comme fou, non! C'est les bancs vides! C'est les bancs vides! Ils sont rouges! Ils sont rouges! Alors, je me suis dit, wow! Beaucoup de bancs vides rouges. Hein? Ouais, c'est super! Et je me suis rendu compte aussi que cette soirée était spéciale. Il y avait, pour les 5000 premiers partisans, le bobblehead de Cole Caulfield. Ouais. Quand j'ai vu les bancs rouges, je me suis dit, il y en a une crise de gars qui s'en ont collé! Oh my God! Alors, à un moment donné, je me suis mis aussi à visionner Martin Saint-Louis derrière le banc du Canadien. Et j'ai remarqué qu'il est petit, hein? Il est pas mal petit parce que quand il ne bouge plus en arrière du banc, on dirait qu'il est assis sur le banc. Il a la même hauteur, la tête est tout le temps à la même hauteur que les gars assis. Là, je me suis dit, quand il y a un but, puis les gars, ils se lèvent, hein? Les gars, ils se lèvent d'un coup sec, lui, il ne voit plus rien. Il voit rien que les chiffres. Il voit rien que les chiffres des joueurs. Un gros mur c'est ça. Mais là, la fin de la partie, elle s'est terminée sur un merveilleux combat de lutte. N'est-ce pas? Toujours bien de voir ça. Je me suis dit Winnipeg, Montréal, fin de partie, un gros combat. Wow! Je me suis même imaginé le même scénario, mais avec l'équipe de Québec. Tu sais. Là, je me suis dit, pourquoi Winnipeg et pourquoi pas Québec? Après de grandes recherches sur Google, je me suis rendu compte que Winnipeg avait le plus haut taux de criminalité au Canada. Surprise pour moi. Oui. Alors, j'ai été voir aussi pour la ville de Québec. Super! Le taux de criminalité est en hausse depuis 2021. Alors, j'ai fait le lien. Si le taux de criminalité peut venir à la hauteur d'une ville comme Winnipeg, peut-être qu'ils pourront trouver enfin leur club. Or, de ce fait, quelle ville canadienne a le plus bas taux de criminalité? Oui, mesdames et messieurs, vous avez deviné, les sénateurs d'Ottawa, non seulement le plus bas taux de criminalité, mais il est en baisse constamment, année après année. Et voilà. C'est ça le lien. Voilà un argument fort. Voilà un argument fort pour leur déménagement à Québec. Non, voilà plus, mesdames et messieurs. Je dirais pas non de voir ça de l'Arizona, moi. Oups! Lâchez mon mallet arena, vous autres. Alors voilà ce qui conclut ma dose patate. Eh bien, merci beaucoup, Patate. Écoute, c'est dommage, t'as manqué les buts de Dadonov. Il t'en verra pas souvent. Hey, sais-tu quoi? J'ai manqué un gag sur Dadonov, puis je l'avais écrit. Ah, OK. Donc, c'est ça.
Dandeneuve. J'avais prévu un gag sur Dandeneuve et je voulais rire de lui. Et qu'est-ce qu'il me fait lors de la partie Canadien-Winnipeg? Et il me marque son 3e et 4e de la saison. Wow! Je pensais être content, mais c'était le contraire. J'avais pitié pour les Jets de Winnipeg. Quand Dandeneuve t'en score 2, tu joues mal en tabarnak, mon chum! All right! Hey, merci, mon chum! Belle soirée à toi, madame! La dose à patate! Ah ben les boys, j'espère que vous avez aimé votre dose patate. Ah oui. Bien sûr. On était négatifs ce soir par contre, on était négatifs. Et Sam, je tiens à préciser que Québec est une très belle ville, il n'y a pas que des criminels là-bas. Là. Ah, je sais ça. Pas à moi, il faut que tu expliques ça. Là. All right, ben écoutez les boys, je vous dis un très grand merci d'avoir été là ce soir, d'avoir fait vos projections avec nous. Je pense que c'est un jeu qui est toujours le fun quand on est partisan de sport, de faire des projections des trophées qui vont être remportés. Le Rick, on te revoit mardi midi. On me revoit mardi midi et vendredi midi pour le coin des rumeurs aussi. Bien hâte de tous vous retrouver en grand nombre. C'est toujours le fun de faire des émissions avec vous. Wow! N'hésitez pas à... N'hésitez pas à écrire des commentaires en direct. Ça va nous faire plaisir de réagir. Dans le coin des rumeurs, on avait beaucoup d'interactions. C'est avec joie qu'on reprend ça ce vendredi. C'est un rendez-vous. J'ai bien hâte de vous voir. All right, on va être là, mon cher. Sur ça, je te souhaite une belle fin de soirée, mon ami. Salut! Bye bye. Et de ton côté, Sam, eh bien, écoute, un très grand merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. On va avoir une petite pause parce que pour les 2 prochaines semaines, on va probablement faire des entrevues, mais sache que tu vas toujours rester dans notre cœur. Tu vas être présent avec nous. Yes, un très grand merci, content. mon cher. Puis je te souhaite une excellente fin de soirée, monsieur. À vous aussi. Alors, pour vous à la maison, je vous dis un très grand merci d'avoir regardé cet épisode du podcast À la Coupe qui va être disponible en rediffusion sur Spotify ainsi que sur YouTube en fin de semaine. Je vous rappelle, si vous avez envie d'une bière hockey, on n'oublie pas la Montminou du caveau des 3 pistoles, bien entendu, parce que c'est la meilleure bière pour écouter le hockey, ça, on va se le dire. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes. On est présent sur TikTok ainsi que sur Twitter, sur Spotify, sur Facebook. Et puis sinon, much love. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Bye. Yeah.